En 1891, aux chutes de Reichenbach, près de Meiringen, en Suisse, Sherlock Holmes mit un point final à la lutte sans merci qu'il livrait au professeur Moriarty, le plus dangereux criminel de son époque. Les deux hommes se croyaient seuls en ce lieu terrifiant, mais l'issue de leur combat n'échappa pas à celui qui les observait de loin et qui vit Holmes vaincre son ennemi de toujours en risquant sa propre vie. Passé depuis le jour où mon cher ami se jeta dans le vide. Et là, au fond des fossés profonds que le torrent avait creusés dans le roc, gisaient pour l'éternité les corps déchiquetés des deux irréductibles adversaires. Aujourd'hui encore, il n'est pas à Londres de rues, de carrefours qui ne réveillent en moi le souvenir de mon ami. Je ne repasse jamais devant la maison que nous partagions à Baker Street sans que le passé ne ressurgisse et que je ne revive les heures passées en d'interminables discussions où Sherlock Holmes donnait toute la mesure de son génie. J'avais conservé des années passées en sa compagnie un grand intérêt pour les affaires criminelles. Et pour améliorer mes modestes ressources, j'avais sollicité et obtenu la charge de médecin légiste. Ce fut au printemps 1894 que je fus convoqué pour un constat de bon matin dans le West End. Bonjour William. Bonjour docteur. L'inspecteur Lestrade est là, il vous attend au premier étage. Mes respects, inspecteur. Merci d'être venu si vite, docteur. Voici l'honorable Ronald Adair. Oh non, pas là-dessus, docteur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Là? Oui. « 23 ans. Le second fils du comte et de la comtesse de Maynooth. Le père est gouverneur d'une des colonies australiennes. La mère est à Londres pour passer l'hiver. Leur fils et leur fille vivent ici, avec elle. Suicide? Ah non. Aucune arme. Mais ceci a été trouvé par terre près du cadavre. Une de ces balles est dite déformable, extrêmement redoutable. Elle a traversé le crâne de part en part. C'est une munition rarement utilisée pour un pistolet. Je penche pour un fusil. Sans doute. Bien, dans ce cas, c'est un meurtre. Sans aucun doute. Aucun suspect en vue? Non. Il est encore trop tôt, mais j'ai le pressentiment que ce meurtre va nous réserver bien des surprises. La victime devait être assise dans ce fauteuil. Vraisemblablement en train de faire ses comptes. Et le meurtrier ne devait pas être un cambrioleur. Le jeune homme avait passé la nuit à son club, à jouer aux cartes. Fait-on une dernière partie? Très volontiers.
Nous allons prendre notre revanche. Eh bien, Ronald, combien perdons-nous? Ronald? 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 Je ne pense pas que Monsieur Ronald soit ressorti. Non, madame. Je l'ai entendu rentrer vers 10h30. Et il n'est pas ressorti, ça je le jurerais. Monsieur Ronald? Monsieur Ronald, êtes-vous là? Voulez-vous que l'on enfonce la porte, madame? Bien. Les premières constatations révèlent que la mort a été instantanée. Le meurtrier a dû entrer par la fenêtre. Oui, sans doute. La fenêtre était ouverte, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne trouve aucun indice d'une quelconque intrusion. Aucun, ni dedans ni dehors. Pour accéder à cette fenêtre, il faudrait être aussi souple qu'un singe. Oui, comme vous dites, il y a possibilité. Il aurait fallu que votre meurtrier ait eu des ailes. Ce corps est passionné, notre vieil ami, Monsieur Sherlock Holmes. C'est certain. Quelle perte, n'est-ce pas, docteur? Oh, bien sûr, je n'approuvais pas toujours ses méthodes, mais il était le meilleur amateur que j'ai eu l'occasion d'approcher. Et il lui est arrivé de prendre le meilleur sur moi. Heureux de l'apprendre, inspecteur, mais faites transporter le corps à la morgue. J'en ferai l'autopsie au plus vite. Entendu, docteur. Eh bien, on se revoit à l'enquête. À plus tard. Docteur Watson, vous êtes médecin légiste? C'est cela. Vous avez examiné le corps de feu Ronald Francis Adair, objet de cette enquête, et vous en avez, sur requête, effectué l'autopsie. C'est exact. Veuillez vous en donner le résultat, docteur. Bien, la mort a eu pour cause la pénétration d'une balle à ogive molle provenant d'une arme de poing 7,65. Docteur Watson, veuillez vous en tenir aux faits. Mon rôle ici consiste à établir les faits concrets. Excusez-moi, mais je ne saisis pas. Vous dites que
que la balle devait provenir d'une arme de poing de calibre 7,65. C'est pure spéculation de votre part, et ce n'est pas de votre ressort de suggérer que l'arme du crime est de telle ou telle nature. C'est là le problème de la police. Veuillez m'excuser. Veuillez continuer. Pour ne s'en tenir qu'au fait, la blessure faite par un projectile à ogive molle, le projectile a pénétré le crâne un peu au-dessus de l'œil gauche, traversant le lobe frontal gauche, puis le cervelet, pour ressortir enfin à l'arrière du crâne à travers l'occipito-pariétal gauche. À votre avis, quand la mort s'est-elle produite? Oh, la mort a été instantanée. Avez-vous une idée de la distance que la balle a parcourue avant de pénétrer dans le crâne de la victime? Je ne peux jurer de rien, mais sans doute un peu plus de, disons, 4 ou 5 pieds. Heure de la mort? Elle doit se situer entre 10h30 et 11h30 du soir, ce 20e jour du mois courant. Merci beaucoup, docteur Watson. Ronald Adair et moi faisions partie de l'équipe de Harrow. Il ne ratait pas une seule balle et pratiquait d'autres disciplines. Autrement dit, la victime était un grand sportif. Et oui, c'est cela, monsieur le juge, un grand sportif. Un garçon loyal, je peux même dire l'ami le plus fidèle que Je j'ai vous eu. remercie, monsieur Murray. Sir John Hardy. J'étais le parrain de Ronald Adair et curateur de ses biens. Bien sûr, la famille a été frappée de plein fouet par cette tragédie. Je l'avais moi-même présenté au Bagatelle Club dont je suis membre. Il aimait beaucoup jouer aux cartes. Les pertes ou les gains avaient-ils une influence sur son comportement d'une façon ou de l'autre, Sir John? Oh non, pas du tout. Il ne jouait pas assez gros jeux pour pouvoir en être affecté. D'autant que la fortune familiale est vraiment considérable. Merci, Sir John, d'être venu déposer comme témoin. Et je peux ajouter que l'opinion exprimée ici par une personne de votre rang a été appréciée par la Cour. Colonel Moran, vous avez été, à notre connaissance, la dernière personne à avoir vu M. Adair en vie. Le connaissiez-vous bien? Je ne peux pas dire que je le connaissais bien, mais son père, en revanche, était un grand ami. Nous jouions au polo ensemble aux Indes. Son fils, Ronald, j'ai seulement fait sa connaissance à notre club au cours des derniers mois. On jouait aux cartes et nous étions partenaires. Non, un garçon vraiment charmant, bonne manière, intelligent. Et pour tout vous dire, un jeune homme que j'aurais aimé accueillir dans mon régiment. Auriez-vous noté ces derniers temps chez lui un comportement inhabituel? Vous a-t-il semblé inquiet cette dernière soirée? Pas du tout, je dirais au contraire. À votre connaissance, qui pourrait lui en vouloir au point de le tuer? Je n'en ai aucune idée. Je doute qu'il ait pu avoir des ennemis. Merci, colonel Moran. Inspecteur Lestrade, pouvez-vous nous donner votre opinion sur les causes de la mort de l'honorable Ronald Adair? Volontiers. Homicide volontaire par une personne ou plusieurs personnes inconnues. Cab! Homicide volontaire par une personne ou plusieurs personnes inconnues. Ici, cocher! Excusez-moi, monsieur. J'espère que vous n'avez pas trop de mal. Salut, Grove à Kensington, s'il vous plaît. Oui? C'est un monsieur qui désire vous voir, docteur. Est-ce important? Je n'en sais rien, docteur. Vous a-t-il donné sa carte? Non, docteur.
Enfin, Virginie, je vous l'ai dit et répété 100 fois, mes heures de consultation sont affichées sur la plaque au dehors. Je vous prie donc de... Oh, docteur! Docteur Watson. Lui-même, monsieur. Laissez-nous, Virginie. Je suis très occupé pour l'instant et... Oh, mais je n'en doute pas un instant, docteur. Je sais que vous avez de très lourdes responsabilités, mais je vous ai entendu donner votre adresse au cocher devant le tribunal et je me suis dit, oh, si je vais rendre visite à cet honorable gentleman. Voyez-vous, je suis d'une nature très policée. Je veux m'excuser de mettre mon train un peu vif tout à l'heure. Ce n'est pas dans mes habitudes, je viens de vous le dire. Je vais donc aller le remercier d'avoir ramassé mes livres. Vous faites trop de cas de l'incident, il ne fallait pas vous déranger. Veuillez m'excuser. Oh, mais ça ne m'a pas du tout dérangé, ne croyez pas cela. Je suis d'ailleurs votre voisin, docteur. Mon échoppe de bouquiniste est au coin de Church Street. Vous permettez que je m'assoie? Je vous en prie. Ah, oh, je suis ravi de vous rencontrer. Mais je vous assure, docteur. Ah, mais peut-être êtes-vous collectionneur. Tenez, j'ai là les oiseaux du pays de Galles et les noces de Catulle et un très rare volume sur les croisades, des pièces de très grande valeur, toutes, qui feraient la gloire de votre bibliothèque, où je vois que la place ne manque pas, n'est-ce pas, docteur? Watson, peut-on fumer dans votre cabinet de consultation? Veuillez accepter toutes mes excuses, Watson. Je n'aurais pas cru que vous seriez si affecté. Holmes, c'est bien vous? Est-il possible que vous soyez vivant? Êtes-vous en état d'affronter la réalité? Je vous ai causé un grand choc par ma réapparition stupidement dramatique. Oh, je vous en prie, ce n'est rien, ça va passer. Oh, ça va déjà mieux. Mais enfin, Holmes, avouez que c'est à peine croyable. Vous retrouvez. Vous, ici, dans mon cabinet, vivant là sous mes yeux. Il y aurait de quoi mourir de joie. Oh non, je n'ai pas envie de mourir. Oh, mon cher ami, mais je vous en prie, prenez un siège, asseyez-vous et racontez-moi comment vous vous en êtes sorti. Quasi indemne de cet horrible précipice, racontez. Oh, ça fait du bien de s'étirer un peu. Oh, c'est très dur pour quelqu'un de ma taille de rogner un pied sur sa stature plusieurs heures de suite. Et maintenant, nous allons avoir une longue et dangereuse nuit de travail et de veille. Mais mieux vaut que je vous fasse le compte-rendu de la situation quand vous aurez terminé votre tâche. Non, j'arrête. Je meurs de curiosité. J'aime mieux vous entendre maintenant. Vous m'accompagnerez ce soir? Où vous irez? J'irai, je suis heureux. Watson! Non, je sens que je vais revivre. Nous avons le temps de bien dîner avant de passer à l'action. De dîner, soit, mais avant, vous allez tout me raconter. Mais êtes-vous en état? Je me sens très bien. Soit. Ce précipice. Je n'ai guère eu de difficulté à en ressortir pour l'excellente raison que je ne suis pas tombé dedans. Pas tombé dedans? Non, Watson. Je ne suis pas tombé dedans. Mais la lettre laissée sur le rocher auprès des chutes de Reichenbach était bien authentique en revanche. Je crus bien que ma carrière était sur le point de prendre fin quand je vis l'expression sinistre de Moriarty qui se tenait à quelques pas de moi sur l'étroite passerelle. Je lisais dans l'inexorable froideur de ses yeux gris la haine que je lui inspirais. Et je fis en sorte d'obtenir sa très gracieuse permission d'écrire ces quelques mots que vous deviez plus tard recevoir. Et qui figure parmi mes trésors personnels. Et à quelques mois de là, je lus avec le plus grand intérêt la narration de ma mort. Avec tous les détails les plus pittoresques et les plus excitants, un roman d'imagination. Je suis ravi, croyez-le, jusqu'au fond du cœur qu'il fût imaginaire. Mais qu'est-il vraiment arrivé?
Quand j'atteignis la corniche, je me tins un instant immobile. Il n'était pas armé, mais il se précipita sur moi et me saisit de ses longs bras noueux. Il se savait dans une situation désespérée, mais il voulait néanmoins assouvir son besoin de vengeance. J'avais heureusement étudié les arts martiaux japonais et j'utilisais une prise qui m'a bien souvent servi au cours de mon existence. Grand Dieu. Ah. Mais comment êtes-vous sorti du précipice? Ma situation n'était pas très facile. Mais, lorsque le professeur Moriarty disparut dans les eaux du torrent, je fus frappé de l'extraordinaire chance que le destin venait de m'offrir. J'étais sûr que l'un, au moins, des fidèles du disparu se lancerait à ma poursuite avec une farouche détermination pour venger la mort de son chef. Mais si je réussissais à convaincre le monde que j'étais mort, alors je décidai de disparaître. C'est ce que je fis. J'ai marché, moi aussi. Ah. Mais les traces, Holmes. J'ai constaté de mes yeux que 2 hommes sont tombés, mais que pas un seul n'est remonté. Je ne suis pas émotif, Watson, mais je dois vous avouer que pendant mon escalade, où je vis la mort de bien près, il me semblait entendre la voix de Moriarty m'appelant du fond de l'abîme. J'atteignis enfin un endroit où je pus me dissimuler, complètement épuisé mais en toute quiétude. De ma cachette, je vous observais, vous et vos aides, essayant d'élucider avec une ardeur et une maladresse touchantes les circonstances de ma disparition. Et quand vous êtes enfin parvenu aux conclusions que vous savez à présent erronées, vous avez abandonné les recherches. Le temps était venu pour moi de reprendre mon chemin.
La signification de ce coup de feu était claire. Moriarty n'était pas venu seul. Un de ces hommes avait été de loin témoin de notre lutte, de sa mort et de ma réapparition. Mais je ne perdis pas mon temps en réflexions inutiles. Je pris mes jambes à mon cou. Et je parcourus 10 miles à travers la montagne en me dissimulant de mon mieux. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé quelque part à Florence, avec la certitude que personne au monde ne savait ce qu'il était advenu de moi. Quelqu'un pourtant savait tout. Mon frère Mycroft. J'avais été obligé de le mettre au courant, j'avais besoin d'argent pour vivre. Oui, bien sûr. Je vous fais mes plus humbles excuses, mon cher Watson. Mais il était important que chacun croie que j'étais mort. Et je suis persuadé que vous n'auriez pas fait une si convaincante relation de ma fin dramatique si vous-même le premier n'y aviez pas cru. J'aurais volontiers pris la peine de vous écrire, mais j'avais très peur que votre affectueux regard vous fasse malgré vous commettre une indiscrétion qui aurait trahi mon secret. Je me serais cru pourtant aussi digne de confiance que votre frère. Mais vous l'êtes, mon cher Watson. Vous êtes un cœur tendre. Et qu'avez-vous fait pendant toutes ces années? Vous avez eu connaissance des remarquables explorations de ce Norvégien du nom de Sigurdsson? Mais je suis certain que l'idée ne vous est jamais venue que c'était moi. Vous? Durant 2 années, j'ai parcouru le Tibet et j'ai passé plusieurs mois dans la cité de Lhasa où m'a plusieurs fois invité le Dalai Lama. Je suis allé ensuite aux Indes et j'ai fait une brève mais très intéressante visite au calife de Khartoum. J'ai rendu compte de ce voyage à Lord Kitchener et au Foreign Office, anonymement bien sûr. Vous avez donc pu voir le palais où fut tué Gordon Pacha? Ouais, triste spectacle. Une ruine. On y voit encore les traces de sang dans l'escalier. Ensuite, je suis allé en France où j'ai passé quelque temps à étudier les secrets de l'œnologie. Et c'est là que j'ai appris la nouvelle de ce remarquable meurtre, qui non seulement m'attire par ses seuls mérites, mais encore pourrait m'offrir quelques particulières et personnelles opportunités. Me voilà donc. Êtes-vous allé à Baker Street? Oui, j'y suis allé ce matin. Mon frère avait conservé toutes choses en l'état. Je retrouvais mes objets personnels comme je les avais laissés. Et c'est ainsi que je me retrouvais enfin chez moi. Assis dans mon fauteuil et regrettant de ne pas voir mon fidèle Watson, assis dans le sien, en face de moi. Mais j'espère, cher ami, toujours vous entendre me raconter cette aventure extraordinaire. Êtes-vous encore en possession de votre revolver d'ordonnance? Oui, il doit être ici quelque part. Veillez à vous en munir ce soir.
J'aurai un petit travail pour nous deux qui pourrait, si mes prévisions et mes hypothèses se confirment, nous valoir de grandes émotions à vous et moi. Ne pourrais-je en savoir plus? Vous en saurez plus en temps voulu. Watson, puis-je utiliser ce lit de repos pour quelques heures? J'ai fait la traversée Calais-Douvres par assez gros temps et la perspective de revoir notre vieille cité et l'imminente rencontre avec les restes de la bande du professeur, plus l'immense plaisir de revoir mon bon ami Watson, m'ont empêché de fermer l'œil dans le train. Mon cher, je vous en prie, ma chambre est à votre disposition. Ah non, non, pas du tout, ceci me suffira fort bien. Mais non. J'ai bien souvent couché à la dure ces dernières années. Eh bien, le voilà. Devinez où nous sommes? De l'autre côté de Baker Street? Exactement, dans une maison vide faisant face à notre ancien logement. Mais pourquoi m'y avoir amené? Parce que l'on a d'ici une excellente vue sur ces pittoresques immeubles. À présent, puis-je vous prier, mon cher, de vous diriger vers la fenêtre en prenant des précautions afin de ne pas vous montrer, de jeter un coup d'œil sur notre ancien logement. J'aimerais savoir si mes 3 années d'absence auraient émoussé ma capacité à vous surprendre. Cela vous ressemble? J'espère que les ans n'ont pas altéré ma silhouette ni ma personnalité. C'est assez ressemblant, n'est-ce pas? J'aurais juré que c'était vous. L'œuvre a pour auteur un sculpteur que j'ai rencontré à Paris sur la butte Montmartre. Le buste est en cire, le reste de différentes matières que j'ai assemblées. Mais pourquoi? Parce que j'ai des raisons de croire que certaines personnes peuvent penser que je suis chez moi, pendant que je me trouve ailleurs. Votre logement est surveillé? J'en suis sûr, depuis mon retour. Et par qui? Par le dernier membre survivant de cette société dont le chef gît dans les gorges de Reichenbach en Suisse.
Il était persuadé que tôt ou tard je regagnerais mon logement et n'a pas cessé de le surveiller. On m'a observé quand je suis revenu ce matin. J'ai reconnu la sentinelle. Un certain Parker. Un étrangleur professionnel. Et chose curieuse, un remarquable joueur de guimbarde. Ah, je comprends maintenant votre personnage de vieux bouquiniste. Je ne fais aucun cas du dénommé Parker. Mais j'attache en revanche beaucoup d'importance à celui qui le mène et qui fut le bras droit de Moriarty. C'est l'homme qui est après moi cette nuit et qui, j'espère, est aussi celui qui, caché dans l'ombre, ne se doute pas que je suis aussi dans l'ombre. Holmes, regardez. Juste à côté de votre maison. 2 hommes à l'affût près de la porte du coiffeur. J'ai vu. Vous voulez que... Non. Oh mais... L'ombre bouge. C'est normal. J'en ai chargé Madame Hudson. Nous sommes ici depuis 2 heures. Elle a changé le mannequin de position 8 fois au moins, tous les quarts d'heure.
Monsieur Holmes! Lestrade, quel plaisir de vous revoir. C'était donc bien vous. Oh, j'ai reçu votre message, mais j'ai eu de la peine à y croire. Je suis revenu pour vous donner un coup de main. 3 meurtres non élucidés en 6 mois, c'est trop pour un seul homme. Holmes, je connais cet bien homme. sûr que vous le connaissez, l'inspecteur aussi. Le colonel Sébastien Moran, officier de l'armée des Indes, en retraite, et l'un des plus célèbres chasseurs de gros gibier que l'Empire ait jamais possédé. Je ne crois pas faire erreur en disant que votre tableau de chasse au tigre est encore inégalé de nos jours. Je me demande comment ce simple stratagème a réussi à tromper un si grand chasseur. Combien de fois, dites-moi, avez-vous attaché un jeune garçon au pied d'un arbre et vous, dissimulé dans le feuillage, avez-vous fusil en main attendu que vienne le tigre? Cet appartement vide est mon arbre, colonel, et vous, vous êtes mon tigre. La comparaison est exacte. Vous ne pouvez pas avoir des raisons de m'arrêter, mais... Vous n'en avez pas que je sache pour me contraindre à me soumettre aux volontés de ce monsieur. Je suis aux mains de la justice, soit, mais je veux que cela reste légal. Cela semble raisonnable. Qu'avez-vous à déclarer avant que l'on ne parte? J'aimerais savoir quel sera le motif d'inculpation. Le motif, colonel? Mais il va de soi. Tentative de meurtre sur monsieur Sherlock Holmes. Ce n'est pas tout, Lestrade. À vous, et à vous seulement, revient le mérite de cette remarquable arrestation. Grâce à vos qualités bien connues, d'audace et de ténacité, vous le tenez enfin. Je ne vous suis pas très bien, monsieur Holmes. Vous voulez dire qu'il serait... Celui que toutes les forces de police recherchent depuis des jours et en vain. Le colonel Sébastien Moran, qui a tué le jeune Ronald Adair par une fenêtre ouverte au domicile familial le 20 du mois dernier. Voilà le vrai motif, Lestrade. Vous avez été la clé de voûte de notre réussite. N'exagérons pas, monsieur Watson. J'espère que vous aviez pris toutes les précautions. Oh oui, j'ai manœuvré le mannequin à genoux, ainsi que vous l'aviez demandé. J'en ai le dos qui me fait mal de m'être cassé en deux. J'avais de ces peurs, Dr. Watson. Et lorsque j'ai entendu les vitres voler en éclats, j'ai cru que j'allais mourir. Vous en êtes très bien tiré, Madame Hudson. Je ne trouve pas trace de la balle. Oh, excusez-moi, monsieur. Un moment, s'il vous plaît. Ce que vous voulez. Tenez, la voilà. Je l'avais ramassée aussitôt sur le tapis. Madame Hudson, vous devenez vraiment indispensable. Une balle à tête molle. Voyez vous-même, c'est une idée géniale. Qui oserait supposer que cette arme à air comprimé soit celle du crime? D'un modèle très rare. Oui, en effet, je dirais même unique en son genre, capable à la fois d'allier silence et puissance extrême. J'ai connu Von Herder, le mécanicien aveugle bruxellois, qui le construisit sur l'ordre du regretté professeur James Moriarty. Ah, Watson, regardez. Le vieux chasseur de tigres a malgré les années gardé son adresse et il sait encore faire mouche. C'est à frémir. Oui, il y a de quoi. Aviez-vous entendu parler de Moran avant le meurtre du jeune Adair? Non, je ne crois pas. Dommage, car ça m'aurait fait gagner du temps. Voulez-vous me sortir, je vous prie, mes dossiers biographiques? Seulement la lettre M, Watson. La liste que j'ai le plus souvent consultée, puisque c'est celle où est inscrit le criminel le plus célèbre de notre époque, James Moriarty. Y figurent également Morgan, l'empoisonneur, Ménatian, l'abominable étrangleur. Il y a aussi Matthews, Mats, qui m'a à moitié cassé la canine gauche devant la gare de Henston. Et... tenez, voici notre ami de la nuit dernière. Moran Sébastien, colonel, fils de Sir Auguste Moran, ambassadeur de Grande-Bretagne en Iran, étude à Oxford et à Eton, fit la campagne de Jovashki, campagne d'Afghanistan, Sherpur, Kaboul, blessé à 4 reprises. Second plus dangereux individu de Londres. Holmes, c'est paradoxal, c'est la carrière d'un très honorable officier. Oui, très juste. C'est vrai jusqu'à un certain point. Mon cher, il y a des arbres qui poussent jusqu'à une certaine hauteur et sur lesquels se développent parfois des surgeons aberrants. On voit cela aussi chez l'être humain. Quelle qu'en soit la cause, Moran s'est mis à tourner mal.
Et sans provoquer de graves scandales, a pourtant dû quitter les Indes et l'armée et est rentré au pays, s'y est installé et presque aussitôt s'est mis à fréquenter certains milieux. Et c'est à cette époque qu'il a été remarqué par le professeur Moriarty. Lorsque nous sommes allés en Suisse, Moran nous a suivis. Avec Moriarty, c'est lui sans aucun doute qui m'a fait passer quelques moments désagréables à Meiringen au bord des chutes. À présent, je comprends la raison de votre disparition. Oui, avec un pareil adversaire en liberté dans Londres, votre vie eût été en danger à chaque seconde. Il ne me restait donc qu'à patienter et surveiller le criminel en sachant bien que si j'étais patient, tôt ou tard il commettrait une erreur. Quand j'ai connu le meurtre du jeune Ronald Adair, j'ai su qu'enfin mon heure était arrivée. Sachant ce que je savais de lui, j'étais certain que le colonel Moran en était l'auteur. Il avait joué aux cartes avec le garçon, l'avait suivi chez lui depuis le club et l'avait tué. Par la fenêtre ouverte d'un coup tiré de la maison d'en face. Et maintenant, restait-il, à votre avis, des choses à expliquer? Oui. Oh. Vous ne m'avez pas éclairé sur les véritables mobiles du meurtre de l'honorable Ronald Adair. Soit, nous en sommes dans ce domaine réduit à la conjecture. Chacun peut baser ses hypothèses sur des données connues et vos conclusions être aussi fondées que les miennes. Watson, avez-vous une théorie? J'en ai une. Eh bien, dites. Les faits sont facilement explicables. Il a dû y avoir une forte somme d'argent en cause, que Moran a sans doute joué à qui tout double, et je crois que le jeune Adair a découvert qu'il trichait. Splendide. Il lui en a parlé en particulier et l'a menacé de révéler la vérité dans le cas où il refuserait de démissionner comme membre du club et de renoncer au jeu. Watson, c'est excellent. L'exclusion de son club signifiait la ruine pour Moran, qui ne vivait que grâce à ses gains aux cartes. C'est pourquoi il a assassiné Adair. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que sans aucun doute, vous avez mis le doigt dessus. De toute façon, la vérité sortira de son puits au procès. Quoi qu'il arrive par la suite, le colonel Moran sera pour toujours hors d'état de nous nuire. Et le célèbre fusil de Van Herder enrichira le musée de Scotland Yard. Entrez! Et voici de nouveau Monsieur Sherlock Holmes, libre de consacrer sa vie à l'examen des 1001 petits problèmes qui perturbent les pauvres londoniens que nous sommes. Monsieur Sherlock Holmes.